Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, heureux de te retrouver, Frédéric, pour le deuxième webinaire. On a la chance de t'accueillir, cette fois pour présenter le nouveau millésime d'Altaroc, donc la version 2023. L'enjeu, c'est peut-être rapidement, dans un premier temps, de te présenter et après de te laisser la parole pour que tu puisses bien expliquer ce que c'est que ce fonds de fonds, Altaroc, en quoi il est exceptionnel et différenciant par rapport aux autres fonds de private equity, peut-être insister avec la version précédente, en quoi il pourrait ou pas apporter une diversification et une pertinence pour les investisseurs qui auraient déjà investi dans la version 2022. Pour tous ceux qui sont connectés, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Je ferai en sorte de les poser à Frédéric s'il ne les voit pas. A priori, il sera en capacité de les voir sinon. Et puis, sans plus tarder, peut-être commençons. Donc, Frédéric, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un des acteurs majeurs en France du private equity, que ce soit sur son expérience passée, où il a géré parmi les plus beaux fonds de private equity. Il s'est associé avec Maurice Chéniaud, lui aussi une figure emblématique du private equity. Donc, à eux deux, c'est gérant chez Sagard, gérant chez Apax notamment. Il est ingénieur de formation, donc il apporte une vraie vision très pragmatique du private equity et de l'investissement de manière générale. Ils ont créé Altaroc qui a un peu tout cassé sur son passage, permettez-moi de l'expression, puisque par exemple la version 2022, c'est un peu plus de 350 millions de collecte, ce qui doit être à peu près pour les non-instits le deuxième acteur, juste derrière Euraseo. Tu m'interrompras, Frédéric, si je dis des âneries. Et on est ici donc pour parler de ce nouveau millésime, fonds de fonds, donc, mais cette fois avec des investissements sur d'autres fonds sélectionnés par toute l'équipe d'Altaroc. Voilà, sans plus tarder, Frédéric, je te donne la main et je me permettrai de t'interrompre pour te poser quelques petites questions. Merci Olivier. Alors, pour ceux qui ne m'avaient pas rencontré lors des précédentes présentations, je fais 5 minutes sur moi, tu es d'accord? Avec grand plaisir. Alors, on est parti. Donc, ingénieur de formation, école centrale, comme toi, mais un peu plus âgé. Donc, école centrale, ensuite ingénieur de l'armement, ensuite GIAT Industrie, ensuite changement de vie, MBA aux États-Unis, Wharton Business School. Je sors fin 90, il y a 33 ans de ça, et je démarre dans le private equity, et ça fait 33 ans que je suis dedans. J'ai démarré dans un fonds de private equity qui s'appelle Apax, j'y ai passé 4 ans, c'était déjà un des plus gros fonds à l'époque. J'ai ensuite été recruté par un très gros fonds américain, peut-être un des plus gros, qui s'appelle Warburg Pincus, où j'ai passé 8 ans à Londres. Et puis en janvier 2001, j'ai été recruté par 2 familles industrielles, une famille belge qui s'appelle Albert Frère, une famille québécoise qui s'appelle Paul Desmarais. Ces 2 familles voulaient créer un nouveau fonds de private equity que nous avons appelé Sagard, que j'ai cofondé avec elles et que j'ai dirigé pendant presque 20 ans. Voilà. Donc c'était un fonds de LBO mid-market. Le premier fonds que j'ai levé faisait 600 millions, avec un tour de table de 25 familles industrielles, pour la plupart, des familles françaises, belges ou suisses. J'ai levé ensuite un deuxième fonds d'1 milliard en décembre 2006 et en décembre 2013, un troisième fonds d'1 milliard. Et on a investi 2,6 milliards en capital sur 20 ans à travers 38 opérations de LBO, sur des opérations de LBO dont la valeur d'entreprise était comprise entre 100 et 500 et sur lesquelles nous, on investissait des tickets d'equity entre 50 et 150 millions. Voilà. Et en termes de performance, Olivier, on a livré sur 20 ans, en moyenne, 22% de rendement net moyen par an, net de tout frais. Donc, pour ceux qui me demandent si c'est une bonne performance, le monde du private equity, non, mais c'est une question importante. Le monde du private equity est classé par ligue, et ces ligues sont uniquement en fonction de la performance. Donc, il y a ce qu'on appelle la Ligue 1, le premier quartile du private equity mondial, qui sont les 25% des meilleurs gérants, sachant qu'il y a à peu près 5000 gérants dans le monde qui lèvent de l'argent, dans le monde du private equity. Donc, les 25% des meilleurs gérants, c'est les 1250 meilleurs gérants. Eh bien, nous étions premier quartile mondial pendant 20 ans. Voilà. Et on verra tout à l'heure le premier quartile mondial pendant 20 ans. Pour passer le cut, il fallait être à plus de 20% par an en moyenne, et nous y étions. Donc, j'ai fait ça avec un tour de table de grandes familles industrielles, donc Dassault, Peugeot, Arnaud, Cellière,
Mérieux, Foriel d'Estezay, Bouygues, Bettencourt, un tour de table absolument magnifique. Ces familles avaient, je dirais, 2 ambitions. La première, c'est évidemment faire de très bons retours sur investissement sur des horizons de 5-7 ans. La deuxième, presque aussi importante, c'est d'aider les entrepreneurs, hommes et femmes, qui composaient ces entreprises qu'on a achetées en majoritaire parce qu'on était un fonds de LBO, en apportant à ces entreprises et à ces entrepreneurs le bénéfice des réseaux d'affaires des familles là où elles étaient pertinentes. Donc Robert Peugeot dans l'auto, Laurent Dassault dans l'aéro, Alain Mérieux dans la santé, Philippe Auriel de Sauzet dans les services, Paul-Louis Allais dans la distribution. Et en fait, l'ambition de ces familles, c'était de nous aider à faire en sorte que ces ETI changent de braquet. Donc les ETI qu'on accompagnait, quand elles étaient régionales, on les voulait nationales. Quand elles étaient nationales, on voulait les aider à devenir européennes. Et quand elles étaient européennes, on voulait les aider à devenir championnes mondiales. Et c'est ce que ces familles nous ont aidés à faire. Donc elles avaient aussi envie, si tu veux, de donner un sens à leur épargne. Donc on a fait un très beau parcours. En 20 ans d'histoire, on a fait 38 LBO. J'en ai fait plus de la moitié moi-même. Et on a livré une performance absolument remarquable. Et Sagard est un des fonds mid-market les plus actifs en France. Voilà. Je suis parti il y a 3 ans, donc après 20 ans, parce que j'avais peut-être quelques divergences de vues, on va dire, avec la famille Desmarais qui contrôlait 100% du capital et une partie très importante du carried interest. Et donc, on avait bien qu'on s'entendait très bien et qu'on s'entend toujours très bien. On avait quelques divergences. Et donc, j'avais envie de démarrer quelque chose de nouveau. Et donc, je suis parti avec une idée simple en tête, en fait. J'ai fait un constat. Nous, ça va peut-être te paraître fou, Olivier, mais on avait 25 familles dans le tour de table. L'engagement moyen de ces familles dans chacun des fonds était de 40 millions. Le plus petit engagement était de 15, le plus gros de 75. Donc on ne prenait pas de famille à moins de 15 millions. Pourquoi, tu vas me dire? Pourquoi est-ce qu'on n'avait que 25 familles? Parce qu'on n'avait pas besoin d'en avoir plus. Parce que le fonds était très demandé, parce quand on lève un fonds d'1 milliard et qu'on a de la demande pour 2 milliards, on ne sait pas gérer 2 milliards. En tout cas, on ne sait pas le déployer de façon aussi qualitative qu'on ne sait déployer 1 milliard. Et donc, on avait mis le ticket mini à 15, et donc on ne prenait pas de famille à moins de 15. Donc, quelque part, c'est un fonds qui n'était pas ouvert à des familles juste aisées, c'est un fonds qui était ouvert quasiment qu'à des institutionnels. Ces familles qu'on a invitées sont en fait des familles extrêmement fortunées qui sont des institutions, si tu veux. Et le raisonnement que j'ai fait, c'est qu'en fait, quand on regarde les fonds du premier quartile mondial, les 1000 meilleurs fonds mondiaux, ils prennent aucun investisseur à moins de 15 millions. Aucun. Pourquoi? Parce qu'ils sont sursouscrits et parce qu'ils préfèrent gérer la simplicité que la complexité. Donc la réalité, c'est que si tu es un client privé et que tu veux investir dans ces fonds-là, tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas le faire, alors pour plein d'autres raisons que le ticket minimum, mais au moins pour la raison du ticket mini, tu n'es pas capable de mettre 15 millions minimum dans un fonds. Et si tu veux un portefeuille diversifié de 6 fonds, il faut au moins, on va dire, 100 millions. Chaque année, évidemment. Donc, ce n'est pas ouvert à des clients privés, le private equity. En tout cas, le private equity premier quartile, jusqu'à l'avènement d'acteurs comme nous, n'était pas ouvert à des clients privés. Et donc, je me suis dit, en fait, voilà, j'ai une envie. Alors, sachant que j'étais client de 3 banques privées à l'époque, je suis toujours d'ailleurs, aucune n'offrait de private equity, Olivier. Aucune n'offrait de private equity. On parle de banques privées de qualité, enfin, de très grande facture. Elles n'avaient pas d'offre, en fait. Donc, je suis parti, si tu veux, de ces 2 constats. Mes banques privées n'avaient pas d'offre en PE. Et si tu voulais te faire un portefeuille de qualité en PE, il fallait au moins 100 millions d'euros à engager chaque année. Bon. Et comment tu expliques que ces grandes banques privées françaises, qui sont d'ailleurs souvent de très bons fonds de private equity à côté, n'offraient même pas de solution? Parce qu'en fait, créer un accès à des fonds de private equity, c'est très compliqué parce que il faut trouver les accès, sécuriser les accès. Et quand tu as des fonds de très bonne qualité qui lèvent quasiment en claquant des doigts ou en 6 à 8 mois du private equity, pourquoi s'embêter à lever auprès des clients privés? Pourquoi? Et donc, les banques elles-mêmes ont du mal à sourcer du private equity. Et puis, je te dirais qu'en fait, elles n'ont pas une grande expertise sur la classe d'actifs. Elles vendent peu de volume sur la classe d'actifs. Au niveau conformité, elles sont très contraintes sur ce qu'elles peuvent faire. Et donc, tout ça fait qu'elles en vendent peu, donc elles ont peu d'experts, elles ont peu de moyens pour se payer des experts, et elles ont une offre qui n'est pas encore très sophistiquée. Donc, si tu veux, la réalité, c'est que dans le monde entier, à part quelques banques privées dont je parlerai tout à l'heure, pour l'essentiel d'entre elles, l'offre est peu développée encore à date, auprès de banques qui sont très contraintes par les autorités de tutelle. Donc, j'ai fait ce constat, très peu d'offres dans les banques privées, très peu d'offres chez les CGP aussi, pour être honnête, très peu d'offres dans les multifamily office en private equity, et puis très grande difficulté à rentrer chez les fonds. Donc, je me suis dit, en fait, voilà, j'ai une ambition. J'aimerais créer, sachant que j'avais travaillé pour 20 familles, enfin 25 familles,
parmi les plus fortunés en Europe, on va dire, que je connaissais parfaitement leur portefeuille de private equity, dont Sagard faisait partie. Et je me suis dit, voilà, j'ai un rêve. J'aimerais créer chaque année un portefeuille mondial de private equity qui permette à un client privé, à partir de 100 000 euros, pas 100 millions, 100 000 euros, d'avoir un portefeuille diversifié, clé en main, de qualité supérieure, enfin au moins équivalente, voire supérieure, à celui des familles pour lesquelles j'avais travaillé. Voilà, ça c'était mon ambition. Alors, tu vas me dire pourquoi 100 000 euros? Parce que c'est le ticket réglementaire. Donc l'AMF te désigne comme investisseur averti si tu es capable d'engager 100 000 euros et plus. Donc voilà, la révolution Altaroc, c'était de se dire, j'aimerais permettre à un client Ramify, à partir de 100 000 euros, d'avoir un portefeuille de qualité équivalente ou supérieure à celui que se constitue la famille Dassault, la famille Arnaud, la famille Peugeot chaque année, à compter qu'elles engagent chaque année entre 200 millions et 1 milliard, tous les ans, avec des équipes de 50 personnes pour faire leur portefeuille. Voilà. Donc ça, c'était la révolution Altaroc que j'avais envie de faire. Je n'avais pas envie de distribuer ces produits à des clients privés en direct parce que c'est pas mon métier, c'est le tien. Donc moi, j'avais envie d'être fabricant. Donc j'avais envie de fabriquer une plateforme en B2B2C qui fabrique des millésimes d'exception en private equity mondial à partir de 100 000 euros accessibles, distribués à partir de CGP haut de gamme comme le tien. Voilà. Alors, j'ai présenté ce projet à Maurice Chéniaud, avec qui je suis resté très ami parce que j'ai bossé pour lui il y a 33 ans. J'ai démarré avec lui. Alors, Maurice Chéniaud est, comme tu l'as dit, une figure du private equity européen. Pour être honnête, il a inventé le private equity en Europe. En sortant d'Harvard en 72, il n'y avait pas beaucoup de Français qui faisaient Harvard en 72. Il a fait HEC avant, HEC, Harvard. Il a importé en Europe le private equity avec un Anglais qui s'appelle Ronald Cohen à Londres. Maurice était à Paris. Et un Américain qui s'appelle Alan Patricof à New York. Ils ont créé Apax. C'est devenu un des plus grands fonds mondiaux. Maurice a fait ça pendant 40 ans. Il a pris sa retraite d'Apax. Malheureusement, et malgré son accord, il a pris sa retraite il y a 10 ans. Mais comme c'est un entrepreneur en série du private equity, il a fait d'autres choses en parallèle. Et je raconte juste une anecdote parce qu'elle est importante. Il y a 30 ans, il a fait un constat. C'est que les clients privés ne pouvaient pas rentrer dans des bons fonds de private equity. C'est exactement le constat que je fais aujourd'hui. Sauf qu'à l'époque, le ticket d'entrée dans un bon fonds de PE, c'était 10 millions de francs. Allez, 5 à 10 millions de francs. Mais c'était des sommes importantes, 5 à 10 millions de francs à l'époque. Donc, il s'est dit, c'est pas accessible à des clients privés, le PE. Alors, je rappelle qu'à l'époque, il était en train de convaincre les instituts de rentrer. Mais il s'est dit en parallèle, il y aura un marché un jour pour le retail. Et donc, il a créé une holding cotée en bourse. Et il a dit à des clients privés, voilà, je vais créer une action à 100 francs. Je vais élever 60 millions de francs. Avec ces 60 millions de francs, donc il a créé une holding qui s'appelle Altamir. Il a dit à des clients privés que ça intéresse. Si ça vous intéresse, venez avec moi. Je vais mettre les 2 tiers des fonds pour montrer l'exemple. Il y avait aussi une dimension un peu évangélique, si tu veux, missionnaire quelque part. Et je vais co-investir systématiquement à côté d'Apax France. Et donc, quand Apax France vendra une boîte, les produits de la vente, je ne vais pas vous les distribuer, mesdames, messieurs. Votre liquidité, vous la trouverez sur les marchés cotés, puisque Altamir est coté. Et chaque fois que j'aurai du cash, je les réinvestirai dans le prochain deal d'Apax France. Ça s'appelait une holding diversifiée cotée en bourse. Aujourd'hui, c'est un nouveau nom, ça s'appelle un fonds Evergreen, coté. Donc, il a inventé, sans le savoir, le concept de l'Evergreen il y a 30 ans. Les 10 millions qu'il a levés il y a 30 ans valent aujourd'hui en fonds propres 1,4 milliard. Et entre-temps, il a distribué 375 millions de dividendes. Voilà. Donc, les gens qui l'ont accompagné ont presque fait 200 fois leur mise. Alors, comme il me le dit souvent en blaguant, Fred, ne dit pas que 200 fois la mise en 30 ans, ça ne fait que 18% de TRI, mais c'est quand même pas mal. Et donc, quand je lui ai présenté ce projet il y a 2 ans et demi, il m'a dit, c'est formidable, c'est la version moderne de mon projet, faisons-le ensemble. Et donc, je l'ai rejoint. Alors, pour la petite histoire, donc Altamir est coté, Maurice en a les 2 tiers à titre perso. Il y a une société de gestion qui pilote Altamir, qui a l'agrément AMF, qui s'appelle Amboise. Donc, j'ai apporté mon projet à Amboise. Il y avait 7 personnes chez Amboise, Maurice plus 6 autres. Ces 6 autres personnes passaient leur temps, puisque c'est Maurice qui prenait les décisions d'investissement, à faire une seule chose, un reporting de grande qualité. Donc, si tu veux, les équipes d'Amboise Partners sont très sophistiquées en matière de reporting, fonds de fonds et fonds Evergreen, puisqu'elles font ça depuis 30 ans avec beaucoup de sophistication. Donc, j'ai hérité de ces équipes-là. Et ce sont les mêmes équipes, Altamir, qui font les reportings d'Altaroc. Donc, les clients Ramify auront un reporting de très grande qualité institutionnelle. J'ai démarré ce projet en mai 2021 avec Maurice. On a passé les 6 premiers mois à développer une plateforme technologique assez sophistiquée, pour dire la vérité, qui permet à Ramify d'onboarder ses clients en 2 minutes, alors que pour ceux qui en ont fait l'expérience, souscrire à un fonds de private equity est un joyeux calvaire. Et pour les clients de Sagard, je suis désolé, mais en moins de 3 mois, c'était très compliqué à faire parce que c'est la vie du PE institutionnel classique. Donc, on a bâti une plateforme
très technologique, nativement technologique, qui permet de tout faire de A à Z de façon nativement digitale. On était prêt à lancer notre premier millésime fin 2021. Je suis parti sur la route avec un premier fonds. Je rappelle que je le distribue que en B2B2C, donc il faut que je te convainque, Olivier et tes équipes, il faut que tu passes la diligence sur nous, il faut que tu te formes au produit, au front, il faut que tu formes tes équipes au middle et au back, il faut qu'on vous connecte au niveau informatique, il faut que tu aies envie de le présenter à tes clients, il faut que tes clients te posent des questions, voire nous posent des questions. Donc on est sur un cycle de vente qui est assez long quand même. Et Maurice m'avait dit, tu penses qu'on peut collecter combien en 2 mois, entre fin octobre et fin décembre? J'avais dit 20 à 30 millions. Et on a collecté 270 millions. Voilà. Donc magnifique, avec juste un petit problème, on n'avait pas réservé assez de papier. Donc on a closé le fonds à un peu moins de 200 millions parce qu'on n'avait pas assez de papier dans l'espace-temps. On est parti sur la route avec un deuxième millésime le 1er avril 2022 et on a collecté 465 millions. Tu as dit 350 tout à l'heure, en fait, on a collecté 465 millions l'an passé. Pardon. Il n'y a pas de souci. On va par ailleurs. Non, ce qui est vraiment très important, et je vais dire un truc très prétentieux, j'ai pratiquement collecté tous ces montants tout seul. Alors, j'ai une équipe de commerciaux qui est arrivée un peu après, fin de l'année dernière, mais pourquoi je dis ça? Et puis, on a lancé un fonds numéro 3, sous le contrôle d'Olivia, il y a 2 mois, et on a collecté un tout petit peu moins de 100 millions sur ce 3e millésime à date. Voilà, donc on va dire, si je fais simple, qu'on a pratiquement collecté 800 millions sur les 16 derniers mois, c'est très important. C'est des chiffres considérables. Alors, j'ai recruté entre-temps 35 personnes l'année dernière, Olivier. Donc, on est aujourd'hui 42 avec les équipes initiales d'Amboise. On ne fait qu'une seule chose, fabriquer des millésimes d'exception en private equity mondial. C'est notre seul métier. Je rappelle que nous, on ne vend pas on n'est pas gérant direct de private equity. On est agrégateur, je reviendrai dessus tout à l'heure. Donc, on est totalement indépendant. Voilà, on est 42. On est le plus gros acteur en Europe aujourd'hui qui fait ça. On est totalement technologique et innovant. La boîte est menée par 2 jeunes entrepreneurs du private equity, donc Maurice et moi. Moi, j'ai 58 ans, je fais ce métier depuis 33 ans. Maurice fait ce métier depuis 50 ans. Il a inventé l'industrie. Et pour ceux que ça intéresse, au-delà du fait qu'on est évidemment très passionné, qu'on n'a pas du tout besoin de ça pour vivre, mais qu'on a besoin de ce genre de projet pour nous faire vivre intellectuellement, on engage, Maurice et moi, 33 millions d'euros par an, tous les deux, dans chacun de nos millésimes. Donc, on a mis 33 millions à nous deux sur le 21, sur le 22 et sur le 23. Donc, on a engagé 100 millions à nous deux sur les 3 années passées, aux mêmes termes et conditions que les clients Ramify. Voilà, donc, j'étais hier soir à... Où est-ce que j'étais? J'étais à Aix-en-Provence et il y a une dame qui m'a dit, vous avez souscrit ces montants pour me convaincre. Je dis, madame, pas du tout. J'ai dit, pas du tout. Je n'ai pas fait ça pour que vous mettiez 100 000 euros. J'ai fait ça parce que Maurice et moi, on ne sait pas faire mieux avec nos capitaux. Voilà. Et on verra tout à l'heure que Maurice fait en fait beaucoup plus et je vais expliquer pourquoi et comment. Donc ça, c'est l'histoire, Olivier, d'Altaroc. C'est là où on est aujourd'hui. Donc on est une équipe, mais tu nous côtoies au quotidien. Donc on est une équipe de passionnés. Tout le monde est passionné et tous les gens sont très compétents. Il y a beaucoup d'experts absolument habités par ce qu'on fait. Voilà. Donc on a bâti quelque chose d'intéressant. C'est le début d'une histoire nouvelle et on adore ce qu'on fait. Voilà. Donc ça, c'est pour la petite histoire. Alors, je vais brièvement dérouler une petite présentation qui explique quand même quelques éléments complémentaires, si ça te va. Impeccable. Moi, je me retire et que si j'ai une question, je me reconnecterai. Parfait. Alors, je nous ai présenté Maurice et moi. La société de gestion en tant que telle, c'est pas passionnant. L'équipe, ça c'est intéressant. Donc, on est une grosse équipe aujourd'hui. J'ai hérité de certaines compétences de l'équipe Amboise. Donc, Eric Savial, directeur financier, et directeur d'Altamir et d'Amboise depuis très longtemps, le directeur financier. Claire Pessard, c'est la patronne du reporting d'Amboise et d'Altamir. Ça, c'est en haut à gauche. En bas à droite, Christina et Florence sont les patrons de la compta et de la compta analytique, des fonds et des fonds de fonds, de la société cotée et d'Amboise. Ensuite, ça, c'était les équipes canal historiques. J'ai fait venir 2 personnes aux opérations. Édouard Villiers, qui est le co-head des opérations, a 20 ans d'expérience en middle et back office. Il était le patron des opérations chez JP Morgan Asset Management. Et j'ai fait venir à ses côtés Christophe Bourdeau, qui est co-head des opérations chez nous et qui, avant de nous rejoindre, était patron des opérations chez Apax et puis patron des opérations plus récemment chez Naxica. Ça, c'est la partie opération. Au niveau IT, le patron de la techno, le CTO, c'est Laurent Laloy, qui était précédemment le CTO de Sopra, qui est une des plus grosses SS2I françaises, si ce n'est la plus grosse. En bas, à gauche, Salma Moumen était le bras droit d'Edouard pendant 10 ans. Elle s'occupe de tout le pilotage de projet chez Altaroc. Elle est Chief Project Officer et Dieu sait qu'on en a. Stanislas Almeida est un jeune entrepreneur de 45 ans du digital
qui a lancé énormément de business avant de nous rejoindre et qui plus récemment a été le patron du digital chez BPCE. Damien Hélène était jusqu'il y a 2 mois rédacteur en chef, tout récemment de BFM Business, où il a passé 5 ans, et on l'a recruté parce qu'on a envie qu'il vous parle tous les jours de tout ce qu'il se passe au niveau de l'activité économique dans les sociétés de portefeuille. On en reparlera tout à l'heure parce qu'on est convaincu chez Alteroc que donner du sens à votre épargne, c'est une des motivations des clients privés au-delà des reportings sur la simple performance financière. Au niveau commercial, on a recruté il y a un peu moins d'1 an une très grosse équipe. Là, il y en a 13, mais il y en a maintenant 15. Il y a 15 personnes dans l'équipe commerciale, avec des responsables régionaux, une patronne de la distribution, Aurélia Levadina, qui était précédemment patronne de la distribution de Natixis Investment Management, qui est un énorme asset manager mondial qui doit gérer 1800 milliards et qu'on a convaincu de nous rejoindre chez Alteroc. Et en bas, une petite équipe de 5 personnes au service client. Je le mentionne, Olivier, parce que je pense qu'on est un des seuls fonds de private equity au monde avec une équipe service client, et tu me diras à quoi ça sert le service client. Eh bien, ça sert parce que nos partenaires distributeurs nous posent en moyenne 2000 questions par mois, Olivier. On a 2000 questions par mois, et c'est soit leurs questions, soit les questions de leurs clients, et ces 2000 questions veulent une réponse dans la journée même, voire dans l'heure. Parce qu'en général, quand toi ou tes équipes vous nous appelez, c'est parce que vous avez un client en face qui vous a posé une question technique et vous voulez la réponse tout de suite. Donc, on a monté un call center 100% digital, une base de connaissances animée par ChatGPT qui peut répondre automatiquement à 250 thématiques du private equity. Mais vous voulez souvent nous appeler, nous parler en direct parce que ça rassure tout le monde. Donc, on a 5 personnes qui sont accompagnées de technos très sophistiqués. Tout est enregistré, tout est suivi de tickets. Et pour être capable de répondre à 2000 questions par mois, on a des gens extrêmement pointus sur le private equity mondial. Voilà, ça te donne une petite idée quand même de l'infrastructure qu'on a montée en l'espace de 2 ans. Alors, pour ceux qui se posent la question, qu'est-ce que c'est que ce private equity dont Olivier et Frédéric parlent? Bon, ça consiste à accompagner en capital des sociétés non cotées sur des horizons de 5-7 ans. Alors, on peut chacun faire du private equity sans le savoir. On est business angel, on est investisseur minoritaire d'un entrepreneur homme-femme qu'on a accompagné parce que c'est un ami, une relation. Ça, c'est infinitésimal dans le private equity. L'essentiel est fait par des fonds de private equity qui sont des professionnels de l'investissement non coté. Donc, vous avez une société de gestion dans laquelle il y a toute une équipe et puis vous avez le véhicule par lequel les fonds circulent, qui est en général, alors en France, c'est le FPCI pour l'essentiel, le FCPR. Ces fonds sont bloqués sur une période de 10 ans et la société de gestion les gère avec pour ambition d'accompagner en capital hommes et femmes entrepreneurs ou managers sur 5 à 7 ans, donc leur apporter le bénéfice de leur expertise pour créer de la valeur, de la croissance interne, de la croissance externe, de l'international, du digital, donc apporter de la valeur ajoutée expérimentale, enfin de la valeur ajoutée opérationnelle, du savoir-faire, et puis évidemment créer un gain en capital sur les horizons de 5-7 ans qui prévalent entre l'entrée et la sortie de l'investissement. Alors, il y a, si je fais simple, Olivier, il y a 4 segments du marché du private equity. Il y a, alors, sachant que ici, j'entends par private equity l'investissement en capital dans les sociétés. Donc, pour être clair aujourd'hui, il n'y a pas d'immobilier, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas de dette, il n'y a pas de mezzanine, il n'y a pas d'infra, il n'y a pas d'impact, il n'y a pas ce qu'on appelle special situation. Donc, il y a essentiellement 4 produits dans le PE. Il y a ce qu'on appelle le venture. Donc, c'est l'activité des business angels de temps en temps, mais pour l'essentiel des fonds de start-up et des fonds de venture capital qu'on appelle en français capital risque. Alors, il y a beaucoup de termes en franc-anglais dans l'industrie parce que le métier est né aux États-Unis. Donc, ça, c'est fait par des fonds minoritaires qui accompagnent des jeunes pousses qui sont en train de montrer. Ouais. Je me permets de t'interrompre. Est-ce que tu pourrais aussi en plus nous donner les ordres de grandeur pour qu'on ait bien en tête, en tout cas, ceux qui t'écoutent, du poids relatif. Tu as parlé de venture capital, mais tu vas probablement parler de buyout, etc., pour qu'on comprenne un peu quels sont les bons ordres de grandeur. Alors, ouais, si tu veux, le private equity mondial, c'est même pas 1/10 de la taille des marchés cotés. Aujourd'hui, à l'heure où on se parle, le private equity, qui ne fait que croître, est infinitésimalement plus petit que ne le sont les marchés cotés. Maintenant, l'essentiel du marché du private equity, c'est le LBO et le growth. Tu as néanmoins 2 marchés qui sont plus petits mais qui sont plus complexes, qui sont le venture capital. Donc ça, c'est l'accompagnement minoritaire de sociétés en devenir. Donc ce sont des technos qu'un entrepreneur homme-femme veut développer, qui ne sont pas encore éprouvés. C'est un produit, un service sur lequel on est à l'étape de proof of concept et pour lequel l'entrepreneur va lever ce qu'on appelle du seed money, du love money, des séries A, des séries B. Il va lever entre 1 et 40 millions et la société en général n'a pas de chiffre d'affaires. Bon.
Un fonds de venture va avoir entre 100 et 150 lignes dans son portefeuille parce qu'il y a un taux de casse qui est très important. Il faut savoir qu'en moyenne, dans un fonds de venture, les bons fonds perdent au moins 50% de leur société sous 5 ans. Donc 50% de ton fonds est write-off, perdu sous 5 ans, elles font faillite parce qu'elles n'arrivent pas à survivre en fait. Elles brûlent tellement d'argent, et le modèle n'est pas assez éprouvé pour qu'elles soient accompagnées par le prochain tour de capital. Donc la moitié fait faillite. Et nous, on pense, si tu veux, que ça n'a pas lieu d'être dans Alteroc parce que ça correspond, en termes de volatilité, c'est un profil de risque qui, à notre avis, n'est pas adapté à des clients privés. Voilà. Ensuite, tu as ce qu'on appelle le capital développement en français, le growth equity. Donc là, ça consiste à accompagner souvent encore des entrepreneurs fondateurs, hommes ou femmes, qui ont passé avec succès la phase venture, dont la techno est éprouvée, le service, le produit fonctionne. Ils ont entre 10 et 50 millions de chiffre d'affaires et ils lèvent des capitaux importants pour accélérer la croissance. Là, on est en phase d'hypercroissance. On est sur ce qu'on appelle des séries CDE et la boîte croît entre 30 et 50% par an. Elle n'a pas une rentabilité encore totalement normative parce qu'elle est en phase d'hyperaccélération. Si tu recrutes 40 vendeurs, il faut un certain temps pour qu'ils arrivent à maturité, que le portefeuille commercial développé mature. Et donc, tu as des boîtes qui parfois se valorisent en multiples de chiffre d'affaires. Ça surprend les gens parce que la rentabilité n'est pas normative. Et donc, un multiple d'EBITDA ne veut pas forcément dire grand-chose si tu as décidé d'abîmer ton EBITDA à court terme pour privilégier le long terme. C'est fait par des fonds minoritaires qui ont une centaine de sociétés en portefeuille par fonds, parce que là, il y a un risque de casse bien moindre que dans le venture, mais il y a quand même un petit risque d'exécution sur ces sociétés où les fonds sont minoritaires. Tu as ensuite ce qu'on appelle le LBO, qui est le gros du marché. Donc là, les fonds de private equity vont accompagner non plus les entrepreneurs, mais plutôt des managers. Je dis ça parce que la boîte aura entre 15 ans et 100 ans d'histoire. On est sur des sociétés dont le marché mûr est sous-jacent, dont le marché mûr est prouvé, dont les sous-jacents sont en croissance pérenne et solide, et idéalement, dans lesquels la société a une position de marché leader. Les fonds de private equity achètent ces sociétés dans 4 configs, Olivier, si tu veux. Un, c'est des fonds de private equity qui vendent à d'autres fonds de private equity. C'est ce qu'on appelle le marché secondaire. Deuxièmement, c'est des fonds de private equity qui achètent à des grands groupes des filiales non stratégiques dans ce qu'on appelle des carve-out. Troisièmement, c'est le retrait de cote, c'est ce qu'on appelle un P2P. C'est des sociétés qui n'ont plus raison, pour lesquelles il n'y a plus lieu d'être cotées en bourse. Et donc, c'est ce qu'on appelle les retraits de cote. Et enfin, les fonds de private equity achètent à des familles, des business familiaux pour lesquels la famille ne sait plus gérer l'étape d'après, si tu veux. Donc ça, c'est les 4 configs qui font que les fonds de private equity achètent en major. C'est fait par des fonds majoritaires qui, dans un fonds, ont entre 10 et 30 lignes. Voilà. Le taux de casse est très faible, la volatilité est faible, on est sur des fonds majoritaires, c'est l'essentiel du marché mondial. Et enfin, tu as ce qu'on appelle le turnaround. Donc ça, c'est le redressement, le capital retournement, capital redressement en français. Ça consiste pour des fonds de private equity à accompagner des managers très costauds qui rachètent des sociétés qui ont eu des heures de gloire et qui ont des moments difficiles. Elles les rachètent souvent pour des montants anecdotiques. Elles ont, pour des raisons exogènes ou endogènes, plein de difficultés. Et le pari des équipes de management et des fonds qui les accompagnent, c'est qu'ils peuvent les redresser et les remettre sur les rails. Alors là, il y a entre 5 et 15 deals par fonds parce que c'est très consommateur de ressources au niveau du fonds de private equity qui est quasiment copilote avec le management. Donc là, tu as un taux de casse très important aussi. La moitié des boîtes dans ces fonds de turnaround fait faillite à nouveau. Et c'est sur la dernière moitié que tu feras ou pas ton multiple de mise. On n'est pas sur ce marché. Non pas qu'il n'est pas intéressant, mais il correspond à une volatilité qui est je dirais, les instituts sont plus à même de la tolérer que des clients privés. Donc, c'est un marché sur lequel nous, on n'est pas positionné. Mais en tout cas, voici pour simplifier, Olivier, les 4 marchés du private equity institutionnel. Alors, tu m'as demandé de résumer pourquoi les clients ou les prospects Ramify pourraient être intéressés par Alteroc. Et j'ai essayé de le résumer ici en 6 raisons. Voilà. Alors, j'y vais et tu me diras si c'est clair. Ça marche. La raison 1, c'est la perf. Alors là, je vais faire un grand caveat parce que l'AMF écoute maintenant nos présentations. Donc, évidemment que la perf passée n'est pas garante de la perf future. Évidemment qu'on peut perdre du capital en private equity. Et évidemment que le private equity n'est pas liquide et que ça suppose 5 à 7 ans de détention alors que la bourse est liquide à tout moment. Une fois que j'ai dit ça, Olivier, je t'ai mis ici, et c'est très intéressant ce graphe, je t'ai mis en vert foncé la perf du private equity sur les 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans passés. C'est la perf moyenne mondiale. Et je t'ai mis en gris clair la perf moyenne mondiale des marchés cotés sur la même période. On t'a mis l'indice MSCI. On voit 2 trucs ici, très intéressants, je trouve. La première, c'est qu'en termes de performance relative, le PE bat la bourse tous les ans de 5 à 7% par an.
pour ceux qui mesurent en bips, de 500 à 700 bips par an. C'est un écart de perf absolument énorme. Énorme. Et en valeur relative, et en valeur absolue, si tu veux, sur longue période, si je fais simple pour tes auditeurs, le PE moyen mondial, c'est entre 10 et 15% tous les ans. On va dire 12,5. S'il y a un chiffre à retenir ce soir, le PE moyen mondial, c'est 12,5 par an tous les ans, évidemment net de tout frais. La bourse moyenne sur longue période, c'est 5%. Quelque part, le PE moyen, 7% de plus, et en valeur absolue, 12,5%, c'est très rare à trouver comme classe d'actifs. Livrer cette perf sur longue période, c'est très rare, très difficile. Je rappelle pour tes auditeurs que, alors les fonds euros Ramify, à mon avis, je sais pas, on est entre 1,5 et 2,5, avec une inflation entre 6 et 8. Donc en taux réel, le fonds euro rapporte moins 5 à moins 6. On est sur des produits immobiliers aujourd'hui qui sont quand même plus compliqués avec la hausse des taux, avec des taux d'utilisation des bureaux qui sont en décroissance, avec un télétravail qui augmente, et on s'attend tous à ce que l'immobilier soit quand même impacté par la hausse des taux à court terme. Donc, je ne dis pas que l'investissement immobilier n'est pas intéressant, je dis qu'il est juste à l'instant T plus complexe. Les portefeuilles obligataires sont évidemment très compliqués à investir aujourd'hui parce que les taux montent. Et la bourse, je ne dis pas qu'elle n'est pas intéressante, elle est très intéressante, mais elle est très volatile. Donc, accéder à 12,5% de rendement sur très longue période, c'est fondamentalement très intéressant dans un contexte de fonds euros et de rentabilité du cash relativement faible. Voilà. Alors, je t'ai mis ici, Olivier, la même slide sur le marché français, mesurée par d'autres sources. C'est très intéressant. Ça, c'est mesuré par France Invest, qui est l'Institut tutelle des fonds de private equity, alors que la slide précédente, elle était faite par Cambridge Associates, qui est le Ipsos mondial du private equity. Ça, c'était fait par Ernst & Young. C'est la dernière stat publiée par France Invest. Et le PE français moyen sur 15 ans a fait 12,2, très en ligne avec le chiffre de 12,5 que je t'ai donné tout à l'heure. Voilà. Et si tu veux, là aussi, c'est intéressant. Le CAC, il a fait 5,1 sur 15 ans. Le PE a fait 12,2. Donc, tu as 7,1% de surperf entre PE et bourse. Tu dis 12,2, on reste sur la même région, ou là, tu parles de manière globale? C'est-à-dire on compare... Là, on compare le PE français moyen avec le CAC 40 moyen. Donc, si tu veux, là, alors c'est pas la même région que tout à l'heure, parce que tout à l'heure, je t'ai fait le monde. Donc, c'est très intéressant. Le PE moyen mondial a livré sur les 20 ans passés 12,5. Le PE moyen français sur les 15 ans passés a livré 12,2. Alors, c'est pas que je veux pas donner la perte du PE français sur les 20 ans passés, c'est juste que personne ne l'a mesuré. Donc, ça ne se mesurait pas avant. Donc, je vais faire simple, Olivier. Ça veut dire que, grosso modo, la moyenne du PE, c'est 12,5. Quand la moyenne des marchés boursiers est à 5, donc le PE, c'est 7 points de plus que les marchés. Et en valeur absolue, c'est 12,5. C'est important, ces grands agrégats, parce que ça donne quand même un cap, si tu veux. Non, mais exactement. Et de toutes les manières, pour qu'une classe d'actifs alternative soit considérée, c'est soit sa capacité à surperformer les marchés cotés, ou d'avoir un gros pouvoir diversificateur. Et sur certains aspects, effectivement, le private equity apporte les deux. Et ce que tu as dit est tout à fait exact. Bien sûr, il y a quelques compensations, notamment le manque de liquidité. Donc, c'est essentiellement pour des personnes qui investissent sur le moyen, voire long terme. Sinon, c'est forcément un peu moins adapté. Sinon, c'est pas possible. Il faut être très honnête ici. Si un client Ramify t'appelle demain en disant « J'adore cette histoire, je vais faire 12 à 15% de TRI sur 2 ans », c'est pas possible. C'est pas possible. Il n'y a aucun problème, rassure-toi, on ne le proposera jamais. Alors, tu as fait un point très important sur la volatilité. C'est un autre atout de la classe d'actifs. Elle a deux attributs, au-delà de la surperf. Elle est beaucoup moins volatile que les marchés cotés. Et elle est décorrélée des marchés cotés, qui sont deux attributs distincts, si tu me permets. Donc, on y va sur la vol. Donc, je t'ai mis ici, sur les 40 dernières années, la performance moyenne, année par année, de tous les millésimes de private equity nés dans ces années-là. C'est une slide assez incroyable. Enfin, moi, j'adore, pour deux raisons. La première, alors écoute bien ce que je vais dire, le private equity moyen mondial, la pire perf sur les 40 ans passés, c'est 7% de perf par an. Je n'ai pas dit, parce que l'AMF me dit, soyez bien clairs, je n'ai pas dit qu'aucun fonds de private equity avait fait moins de 7%. Je n'ai pas dit ça, Olivier. J'ai dit qu'en moyenne, il n'y a pas une année où le private equity mondial moyen a fait moins de 7. Si on avait graphé les marchés cotés sur la même slide, on a eu un paquet d'années à moins 30 ou moins 40, je rappelle. Donc, quelqu'un m'a dit ça la semaine dernière. En fait, ça veut dire qu'on dort mieux avec un portefeuille de private equity, et la réponse est oui. C'est beaucoup moins volatile.
La deuxième chose qui est très intéressante, c'est que c'est diversifiant au sens où c'est décorrélé des marchés. J'explique. Quand tu regardes les 3 grandes crises économiques majeures que sont, sur les 50 ans passés, les 3 macro-récessions, c'était la crise des savings and loans aux US en 91. Alors pour ceux qui ont oublié, c'est Michael Milken, Carl Icahn, etc. Ils sont tous finis en prison. Et le CAC ou le Nasdaq avait fait moins 40. C'est en 2001 la crise de la bulle Internet, et ça on s'en souvient tous, et la crise du 11 septembre avec l'effondrement des 2 tours, donc une crise économique et géopolitique majeure, le CAC à moins 50. Et puis c'est la crise de Lehman en 2009. Et là, je dirais, c'est la crise des subprimes avec le CAC qui refait moins 50. Et tout le monde s'interroge sur l'avenir de l'euro pour ceux qui ont oublié les énormes moments de stress qu'on a tous vécu. CAC à moins 50. Regarde ce qu'a fait le PE. Regarde ce qu'a fait le PE mondial moyen dans ces moments-là. C'est complètement dingue. En 2001, la moyenne mondiale du private equity livre 23%. Et en 2009, la moyenne mondiale du private equity livre 21%. Ce que je dis, Olivier, c'est que le private equity est décorrélé des marchés. Il est vraiment diversifiant dans un portefeuille de clients Ramify. Donc, après, je n'ai pas le temps d'expliquer pourquoi et comment ici. Et puis, s'il y a des questions là-dessus, on y reviendra. Mais tu as comme vertu du private equity son élément moins volatile et son élément décorrélant. Donc, quand tu conjugues à la fin, tu as quand même beaucoup d'atouts de la classe d'actifs. Elle est surperformante en valeur relative. Elle est surperformante en valeur absolue. Elle est décorrélée. Et elle est beaucoup moins volatile. Donc, ça fait quoi? Ça fait que, et c'est la raison 2, les familles les plus fortunées de la planète sont équipées aujourd'hui à 32% de leur patrimoine en PE, Olivier. Donc là, je t'ai mis une stat. Donc ça, c'est une stat US. Family aux US, Family Office, c'est 200 millions de patrimoine liquide. Pour ces familles-là, alors je n'ai pas dit que c'est le statut des clients de Ramify, mais ça donne quand même une idée, si tu veux, en termes d'asymptote. Pour des clients très fortunés, ils sont équipés en moyenne à 32% de leur patrimoine en PE. Il y a 10 ans, ils étaient plutôt à 25-26. Aujourd'hui, un client privé très fortuné, il a pratiquement un tiers de son patrimoine en private equity. Pour les raisons que j'ai dit tout à l'heure. Parce que c'est surperformant, parce que c'est moins volatile et parce que c'est décorrélé. Voilà. C'est très important d'avoir ces graphes en tête. Alors, je te mets deux autres petits indicateurs sur la table, Olivier. Tu prends JP Morgan, qui est peut-être la banque privée US la plus sophistiquée, 500 milliards sous gestion, dont 100 milliards en PE. Le client JP moyen, il a 20% de son patrimoine en private equity. Et si tu veux, la banque privée européenne équivalente de JP, c'est Pictet, en termes de sophistication. C'est 200 milliards sous gestion, dont 38 milliards en PE, 19% de taux d'équipement. On le prend comme on veut. Un client bien équipé, il est quelque part il est à 20% plus de son patrimoine total en PE. En France aujourd'hui, alors tu me diras, c'est pas vrai ce que tu dis parce que c'est pour des clients extrêmement fortunés. C'est vrai. Tu ne peux pas investir en private equity chez JP à moins de 25 millions de dollars déposés chez eux et à pas moins de 15 millions déposés chez Pictet. Mais néanmoins, ça donne quand même une idée directionnelle, Olivier, du bon taux d'équipement en private equity. Il est quelque part entre 15 et 30%. À l'heure où on se parle aujourd'hui, l'épargne française haut de gamme, l'épargne privée française haut de gamme, c'est à peu près 1000 milliards, 100 milliards chez les CGP, 900 milliards chez les banques, et il y a à peu près 5 milliards de stocks de private equity. On est à 0,5% de taux d'équipement, et l'essentiel du stock, je dis bien l'essentiel du stock, est fait de produits de défiscalisation. Le marché privé du private equity en France, voire en Europe, n'a pas démarré. Il y a beaucoup de bruit. Avant l'avènement d'acteurs comme Altaroc, il n'avait pas vraiment démarré. Voilà. Je le mentionne ici parce que c'est important pour tes clients de se dire, tiens, qu'est-ce que font les familles les plus sophistiquées? Elles sont équipées à un tiers de leur patrimoine total en private equity. Moi, je trouve que c'est super rassurant et c'est très intéressant et ça fait longtemps que c'est le cas. Donc, je ne suis pas en train avec Altaroc, si tu veux, d'amener une nouvelle classe d'actifs dans le monde. Ce n'est pas les bitcoins ici. Je suis en train de rendre accessible un produit auquel seuls les plus grands instituts ou les plus grandes familles avaient accès. Et ce que je dis, Olivier, c'est qu'à date, les plus grandes familles mondiales, elles se sont équipées à un tiers de leur patrimoine en PE. Donc, on va dire, la mission que je me suis fixée, c'est de rendre accessible à des clients privés, à partir de 100 000 euros, parce que l'AMF ne me laissait pas descendre en dessous, un produit de qualité équivalente, clé en main, chez Ramify Full Digital. Sachant que c'est 100 000 euros, qui viendra peut-être après dans les autres slides, mais c'est étalé sur 5 ans.
Et Tout à donc, fait. bon, si on a la visibilité nécessaire, on peut se dire que c'est 20 000 euros que l'on placerait chaque année, que l'on réserverait sur cette poche-là, notamment si on considère que dans son patrimoine financier au global, on est sous-pondéré en private equity, notamment. Ouais, tu as tout à fait raison. Je vais y revenir tout à l'heure. Tu as tout à fait raison. C'est même pas à peu près 20% par an, puisqu'on l'a programmé comme ça. C'est vraiment un abonnement qu'on a mis en place. Donc, le client Ramify, que le produit de private equity Altaroc intéressera, il ne sera tiré qu'à 20% par an, et très précisément à 20% par an. Donc, voilà, le marché n'a pas démarré. Avant l'avènement d'acteurs comme nous, c'était très compliqué d'investir sur des produits de qualité. Et je pense que le marché, et en tout cas, je vois que le marché commence à démarrer. Et si j'en juge par nos chiffres de collecte, on est Oui, un c'est acteur. On est un acteur du changement. Voilà. Alors, si tu veux, l'autre chose intéressante pour les clients Ramify, c'est quoi? C'est qu'on l'a vu tout à l'heure, la moyenne du PE mondial, à gauche, là, en vert clair, 12,2. Donc, si tu veux, si tu avais acheté un basket de private equity mondial sur les 20 ans passés, tu aurais fait 12,2. Alors, c'est exactement la perf qu'a livré JP en private equity. Mais à l'euro près, hein. Un tout petit peu moins parce qu'il y a des frais. On va dire entre 11 et 12. Bon. Et c'est à peu près la perf qu'a livré Pictet, la moyenne du PE mondial. Ce n'est pas notre ambition chez Altaroc. Nous, on n'a pas pour ambition de vous livrer la moyenne du PE. Donc, on vous a mis un graphe ici, on vous a mis en gris clair la perf moyenne des marchés cotés, le MSCI, à gauche c'est 5%. La moyenne du PE, c'est le chiffre que j'ai commenté tout à l'heure, Olivier. Et en vert foncé, on a rajouté une barre qui est la performance de la Ligue 1 mondiale du private equity. C'est ce qu'on appelle le premier quartile. Et là, si tu veux, j'espère que ceux qui nous écoutent ce soir vont trouver ça passionnant. La perf, ça mérite de le répéter 2 fois, la perf du premier quartile mondial, la Ligue 1 du private equity. On parle de la perf des 1250 meilleurs fonds mondiaux. Elle est comprise sur 20 ans entre 20 et 24% net de frais par an. Tu comprends pourquoi les familles se bagarrent pour rentrer dans des très bons fonds. On est là, net de frais, avec une vol qui est faible. Donc, en valeur absolue, c'est absolument prodigieux. Et en valeur relative, le premier quartile mondial a battu les marchés cotés de 15% par an, de 1500 bips. Donc, tu as un écart de perf qui est très important entre le premier quartile et la moyenne du marché du private equity. Tu n'as pas ça dans les marchés cotés, Olivier. Un très bon gérant coté, s'il bat le marché coté de 150 bips, c'est une star. En private equity, tu as un énorme écart de perf entre les champions et la moyenne du marché. Je vais expliquer pourquoi. Le délit d'initié, c'est le cœur même du private equity. Tout le monde n'a pas la même information et tu as le droit d'avoir ça. En bourse, tu n'as pas le droit. Tout le monde doit avoir la même information. En private equity, un fonds très spécialisé sur les logiciels sera bien meilleur qu'un fonds généraliste qui regarde un deal de logiciel parce qu'il n'a pas la connaissance, il n'a pas l'expertise, il n'a pas la connaissance. Enfin, il n'a pas le savoir-faire. Donc, tu as sur ce marché où l'accès à l'information est clé, où l'accès à l'expertise est clé, d'énormes écarts de performance entre les meilleurs acteurs et la moyenne du marché. Et donc, notre ambition chez Altaroc, c'est pas de fabriquer un basket, si tu veux, un indice de 100 gérants, c'est de créer un portefeuille construit chaque année autour des 6 meilleurs gérants mondiaux de PE. Donc, notre ambition, c'est de créer un portefeuille et de choisir pour les clients de Ramify, pour Maurice et moi, pour 80% du portefeuille, un engagement chez les 6 meilleurs gérants mondiaux de private equity, qui sont évidemment dans cette barre verte. Et donc, notre ambition, et c'est ça qui peut intéresser tes clients, notre promesse, si tu veux, c'est de vous exposer à des fonds qui, en tout cas, historiquement, étaient parmi les leaders mondiaux du private equity. Et on espère que tout l'intérêt des diligences qu'on fait ici, c'est que notre conviction à nous, alors même si on dit toujours que la perf passée n'est pas garante de la perf future, nous, on pense que le travail qu'on fait sur ces gérants, c'est pour s'en réconforter, si tu veux. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'un portefeuille Altaroc a pour ambition, non pas d'exposer tes clients à la moyenne du PE mondial, qui en soi était superbe, hein, mais de les exposer à la perf du premier quartile mondial, qui est absolument spectaculaire, voire même parfois incroyable. Voilà. Alors, les clients de Ramify, ils ne vont pas y arriver tout seuls. Je veux juste être clair, comme ça, c'est pas grave si je donne les noms des gérants qu'on a choisis. Je vais dire pourquoi. Parce que d'abord, c'est des gérants qui sont très compliqués à identifier, à rentrer en relation avec eux. Deuxièmement, les tickets d'entrée unitaires dans ces fonds sont très élevés. Je l'ai expliqué tout à l'heure, c'était une de mes motivations pour créer Altaroc. Troisièmement, et ça va te paraître fou, Olivier, ces fonds sont totalement sursouscrits. Ça veut dire quoi? Je voudrais expliquer pour tes auditeurs, c'est très important. Tu es un fonds du premier quartile mondial. Je n'ai même pas parlé du premier décile mondial, qui est encore un autre sujet où tu peux juste jamais rentrer.
Tu es un fonds du premier quartile mondial et tu décides de lever 2 milliards. Et tu as de la demande pour 5 milliards. Mais tu ne vas pas pouvoir la prendre. Tu vas caper ton fonds à 2 milliards. Je vais expliquer pourquoi à tes auditeurs. Parce qu'il n'y a pas assez de bons deals pour déployer 5 milliards. Donc, si tu veux, contrairement au marché coté où quand Fidelity dit, ou Amundi dit, je veux lever un fonds sur les clean tech cotés d'1 milliard et il y a la demande pour 3, ils les prennent. Là, le fonds du premier quartile qui veut lever 2, il a ce qu'on appelle un hard cap à 2, il ne peut pas lever plus que 2. Donc, s'il y a de la demande pour 5, il ne la prendra pas. Or, tous ces fonds du premier quartile sont totalement sursouscrits, écoute-moi bien, juste sur la base des investisseurs historiques, sans même aller chercher de nouveaux clients. Les caisses de retraite, les fonds de pension, les compagnies d'assurance vie veulent tous revenir dans ces fonds pour une raison simple, la perf est dingue. Donc, il n'y a pas de place. Donc, tu as un énorme sujet d'accès chez ces gérants. Ce que je te dis, et les gens ont parfois du mal à me croire, même si tu as 100 millions, il n'y a pas de place si tu ne les connais pas. Parce que pour te donner de la place, il faut qu'ils en enlèvent à leurs clients historiques et ils le feront très rarement. Je comprends. Peut-être petite question supplémentaire sur les perfs. Donc déjà, tu as effectivement toi et toutes tes équipes au sens large, grosse expérience en private equity. Vous aviez vous-même réussi à faire énormément de perfs. En plus de ça, aujourd'hui, vous vous entourez d'acteurs puisque vous êtes un fonds de fonds qui eux-mêmes historiquement ont réalisé de performances extrêmement intéressantes. Bien sûr, ça ne garantit pas le futur, mais l'idée étant qu'une personne qui a investi, qui a été performante dans le passé, elle a plus de chances de le réaliser dans le futur qu'une personne qui ne l'aurait pas réussi dans le passé. C'est quand même un peu la base des data. Et justement, en parlant de data, vous êtes maintenant sur ce millésime 2023. Donc, on sait que la performance en private equity a une courbe en J. Peut-être ce sera l'occasion de la définir. Mais est-ce que tu as peut-être quelques indications, est-ce que tu es en capacité peut-être de donner quelques indications de performance cette fois réalisée sur les premiers fonds que vous aviez lancés, cette fois au nom d'Altaroc? Bien sûr, je vais t'en parler en 5 minutes. Parfait. Je pars de ta question, tu vas voir. Et dernier point, c'est important, les clients de Ramify, ils ne pourront pas rentrer dans ces fonds-là parce qu'ils ne savent pas gérer des clients privés en direct. Ils n'ont pas les agréments pour le faire, Olivier. Donc, tes clients auront besoin d'un agrégateur comme nous pour avoir accès à ces gérants pour toutes les raisons que j'ai identifiées ici. Alors, si tu veux, on est 4 à choisir les fonds. Donc, Maurice et moi, on a été patron de fonds, donc on connaît les gérants, on était concurrents de ces gérants. Dimitri était responsable de la sélection des fonds de Private Equity Europe chez Indosuez et il a passé avant 5 ans chez Ardian, donc il est très costaud aussi. Et puis on vient de recruter tout récemment, il arrive dans 15 jours, un garçon qui nous apporte une compétence complémentaire, parce qu'on fait beaucoup de choses ici, qui s'appelle Louis Flamand. Et Louis, il est le patron du Private Equity chez MetLife. MetLife, c'est le plus gros assureur vie américain. C'est un portefeuille de 20 milliards en Private Equity. Donc lui, il pilote un portefeuille de 20 milliards. Et ce qui va me faire très très plaisir, c'est que la prochaine fois, c'est lui qui présentera et pas moi, mais c'est pas pour ça que ça va me faire plaisir. Il dira aux clients de Ramify, le portefeuille que je bâtissais chez MetLife et j'investissais 5 milliards par an, il était moins bon que le portefeuille Altaroc. J'avais pas les mêmes accès que Maurice et Fred. Voilà, donc quand lui le dira, ce sera encore plus costaud. Donc on est très 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 pointu et on expliquera peut-être si on a du temps tout à l'heure pourquoi et comment on arrive à rentrer chez ces gérants d'exception, mais ça donne une petite idée de la qualité de l'équipe ici. Voilà. Alors, la raison 4 qui peut motiver tes clients, c'est, et je vais la faire simple, vous proposez aux clients de Ramify un portefeuille de 6 gérants de private equity d'exception, c'est une superbe promesse. Mais tes clients pourraient me dire, Frédéric, c'est une promesse tout ça. Qu'est-ce qui nous garantit que tu vas livrer ton histoire? Bon. Alors quand j'ai dit ça à Maurice, il m'a dit, j'ai une idée, Fred. Il m'a dit, tu vas adorer mon idée. Est-ce que si chaque fois que tu pars à la collecte de 500 millions, si je souscrivais 300 millions à titre perso le premier jour, est-ce que ça t'aiderait? Pas du tout pour convaincre les clients que toi et moi on est motivés, parce que 33 millions ça suffit largement, mais si avec ces 300 millions de souscription, tu pouvais toi à ton tour souscrire à 3 ou 4 gérants d'exception, ce serait super parce que ça permettrait de dire à tes clients ou aux clients de Ramify, sur les 6 gérants d'exception, on en a déjà souscrit, pas choisi, souscrit 3 ou 4. Voilà. C'est exactement ce qu'on a fait. Donc, Maurice et Altamir engagent entre 250 et 300 millions le premier jour de la campagne de collecte, de telle sorte que nous avons choisi 3 ou 4 gérants en début de collecte. 60% du fonds est déjà engagé avant qu'on démarre. Et ça, c'est très important parce que ça permet de donner une visibilité remarquable, Olivier, aux clients Ramify. Et on leur dit, on ne vous promet pas de rentrer chez des gérants, on est rentré chez des gérants.
Donc, ce sponsoring est très important parce que ça te donne une visibilité incroyable. C'est un peu la révolution 2 d'Altaroc. D'abord, la promesse était fantastique, mais on la livre quelque part avant de commencer notre collecte. Alors, quelqu'un m'a posé une question à Aix-en-Provence hier soir. Ça veut dire que si tu vends rien, Frédéric, Maurice est collé avec 250 millions. Absolument. Absolument. Pourquoi c'est très important cette question, Olivier? Parce que ça veut dire que quand on choisit nos gérants, on ne les choisit pas avec le prisme d'un distributeur. Maurice a souscrit 250 millions avant de savoir ce que je vais collecter. Ça te donne un peu une idée sur l'exigence quant à la sélection des gérants qu'on s'impose, parce que ça veut dire que si jamais on ne vend rien, Maurice va vivre avec ce papier-là. Donc, je voulais insister sur ce point. C'est important à la fois en termes d'engagement, d'alignement d'intérêt et de visibilité qu'on offre aux clients de Ramify. Alors, bon, il y a plein de slides qui commencent ça et je te les enverrai. 5e point hyper intéressant. Quand tu conseilles à tes clients de construire une allocation cotée, ben, tu passes du temps avec eux pour leur dire « Attendez, on va réfléchir. Dans quel pays on va? Est-ce qu'on fait des large caps, des mid caps, des small caps? Dans quel secteur on s'expose ?» Et les gens me disent « Dans le private equity, c'est très différent là. » Mais pourquoi? C'est exactement pareil. Il faut construire un portefeuille avec des convictions. Et donc, ce qu'on fait Maurice et moi, et les équipes ici, c'est qu'on bâtit pour les clients un portefeuille avec d'immenses convictions. Identifier et investir dans 6 fonds du premier quartile mondial, je l'ai dit tout à l'heure, c'est très compliqué. On fait ça, mais on fait plus que ça si tu veux. On bâtit un portefeuille. C'est exactement ce que font les plus grands instituts, c'est exactement ce que font les plus grandes familles. Le client Ramify, qui a un portefeuille Altaroc, il a un portefeuille diversifié et équilibré. Et je vais expliquer quelques principes de base dans nos règles de construction. Alors, ça va te paraître très prétentieux. Je connais pratiquement tous les gérants du monde de private equity et j'ai pratiquement accès à tous les gérants. C'est clé quand même quand tu veux choisir, parce qu'il faut que tu aies le choix quand tu construis. Deuxièmement, il faut choisir les bonnes verticales, Olivier. Nous, on pense que les meilleures verticales du PE, c'est le growth et le buyout, pour les raisons que j'ai expliquées en partie tout à l'heure. C'est le couple rendement-volatilité les plus attractifs pour des clients privés. Et contrairement à ce que me disent les clients privés quand on fait des petits événements, le venture, c'est pas, écoute-moi, c'est pas du tout fait pour eux. Je t'assure que quand on a la moindre perte en capital, on se prend 300 questions par jour. Donc, je pense qu'un fonds de venture qui perd la moitié de sa mise sous 5 ans, c'est pas du tout fait pour des clients privés. Et la troisième règle, c'est la même que celle que tu t'appliques quand tu conseilles à tes clients un portefeuille coté, c'est que le portefeuille doit être diversifié. Chaque année, comme le font les plus grandes familles ou comme le font les plus grands instituts, vous devez avoir un portefeuille diversifié de gérants. Alors, JP Morgan, pour être honnête, ou Pictet, ils ont un produit Altaroc maison. Il ne s'appelle pas Altaroc, bien sûr, il s'appelle Vintage chez JP et il s'appelle Monte Rosa chez Pictet. JP collecte entre 8 et 10 milliards par an, Pictet entre 2 et 3 milliards par an. La différence entre Altaroc et ces produits-là, c'est que le produit de JP, il est diversifié sur 60 gérants, tout comme le produit de Pictet. Et en fait, la promesse de JP et de Pictet, elle est très intéressante. Ils te livrent, si tu es client dans ces maisons-là, la moyenne du private equity mondial, parce que quand tu mets 50 ou 100 gérants, tu vas asymptoter vers la moyenne du marché. Tu te rappelles que ce n'est pas notre ambition chez Altaroc. On veut un portefeuille engagé avec des grosses convictions. Nous, on met 6 gérants. Et tu vas voir les critères de sélection des gérants qu'on a, ils sont extrêmement stricts. 6 gérants, ça permet de diversifier ton portefeuille suffisamment. Ça permet d'avoir à peu près 350 sociétés en sous-jacent. On pense que c'est largement suffisant. Mais ça te permet de ne pas moyenner, enfin de ne pas aller chercher la moyenne de l'industrie. Ça permet de bâtir, alors, je ne connaissais pas cette expression, des portefeuilles, dans le monde coté, on appelle ça des portefeuilles avec beaucoup d'alpha, et pas des portefeuilles avec que du bêta. Donc, on veut de l'alpha, puisque c'est l'expression des marchés cotés. On veut des portefeuilles engagés. Donc, on a 6 gérants d'exception, et ça suffit pour bâtir un portefeuille diversifié. Évidemment, si je mets 4-5 gérants de plus, ça va à la marge diversifier le risque intuitu personnel d'un gérant, mais ça ne va pas tellement m'apporter mieux en diversification. Par contre, ça va moyenner à la baisse ma performance. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on choisit nos 6 gérants, Olivier? Bon, avec ces règles de base. Donc, je rappelle, on ne fait que du growth et du buyout. Donc, déjà, il reste que 2000 gérants. Ensuite, on ne veut accompagner que des gérants qui ont 30 ans de track. Donc, ça, c'est un choix éditorial très sévère. On n'accompagne que des gérants qui ont au moins 5 millésimes derrière eux. Pourquoi ? Parce que nous, on veut voir comment ces gérants se sont comportés dans les grandes crises mondiales. On veut voir comment ces gérants se sont comportés en 91, en 2001, en 2008. Je peux te dire, pour l'avoir vécu personnellement, que les grandes tempêtes économiques, même si les fonds les ont traversées avec succès, elles ont été très dures à vivre chez ces fonds. Et nous, on veut voir comment ces fonds ont performé dans la tempête. C'est absolument
fondamentale. La deuxième chose qu'on veut voir, si tu veux, c'est comment ces gérants, et c'est pour ça qu'on veut 30 ans d'histoire, comment ces gérants, démarrés il y a 30 ou 40 ans par des fondateurs historiques, comment ils ont passé la main aux générations futures de partenaires. Et ça, je vais te dire, parce que n'oublie pas qu'un fonds de private equity va gérer ton capital pendant 10 ans. Si tu n'as que des partenaires stars de 70 ans, tu as un gros problème. Ils ne seront plus là à 80 ans. Donc, tu as envie de voir si les équipes de ce gérant ont su passer la main à des partenaires hommes et femmes de 50 ans, de 40 ans, voire de 35 ans. Et ça, il n'y a que la durée qui permet de le juger, si tu veux. Et enfin, il y a une chose pour laquelle il faut 25 ou 30 ans et qui est fondamentale, c'est mettre en place une culture, des process et une gouvernance. Parce que tu as envie qu'un fonds de private equity ce soit plus fort que la somme des compétences des partenaires. Et ça, il faut du temps pour le mettre en place. Donc, on a un critère énorme de longévité. On a un deuxième critère très important de performance, évidemment. Donc, je vais te donner nos règles très simples. Sur les 20 ans passés, chacun des fonds qu'on a choisis a fait au moins 15% de TRI net par an sur tous ces millésimes. Donc, c'est très exigeant, ça, Olivier. Il n'y a pas un gérant qu'on a accompagné qui a sorti un millésime sur les 20 ans passés à moins de 15% de perf. Et donc là, si on raisonne sur ton entonnoir, donc il y avait 1200 fonds de PE éligibles sur le growth et sur le buyout. Et une fois que tu rajoutes cette contrainte supplémentaire, à peu près à l'ordre de grandeur, vous avez déjà élagué combien? Et tu vas voir, il en reste, ta question est excellente, il en reste 200. Il en reste 200. Alors ensuite, on va appliquer un autre filtre, la taille. On ne veut pas accompagner des petits fonds parce que les petits fonds sont très intuitifs, personnels, si tu veux. Et on a mis le cut à 1 milliard. Alors, est-ce que c'est arbitraire? Oui, c'est totalement arbitraire. Nous, on pense qu'à moins d'1 milliard, tu peux avoir des très bons fonds, mais ils sont très intuitifs, personnels. Donc, quand Fred est parti de chez Sagard, c'était un petit tremblement de terre. Moi, je ne veux pas investir dans des fonds comme ça. Donc, on a mis la barre à 1 milliard parce qu'on pense qu'au-delà d'1 milliard, il y a au moins 3-4 partenaires clés, hommes ou femmes, qui pilotent le fonds. Et ça nous rassure. Donc, quand je mets ces critères de longévité, de track et de taille critique, il reste une centaine de fonds. On va ensuite, si tu veux, appliquer 2 filtres. Un filtre pays et un filtre secteur. Alors, sur les pays, donc je vais te donner l'affirmation qui vient et elle me vaut beaucoup d'inimitié. Le meilleur du private equity mondial, il est américain. Ce n'est pas un avis que je te donne, c'est un fait. Pourquoi? Pas du tout parce qu'ils sont plus smart que nous, pas du tout. Parce qu'ils ont démarré avant nous. Le Monde Institut du PE a démarré aux US il y a 60 ans, il a démarré en Europe il y a 35-40 ans, et il a démarré en Chine il y a 10 ans. Le premier quartile américain, si tu te souviens, c'est la Ligue 1 aux US, entre 25 et 30 de perf net par an. En Europe, on est plutôt entre 18 et 20, et en Chine, on est entre 10 et 12. Si je fais simple, Olivier, tu as 7 à 8 points d'écart des US sur l'Europe, des Europes sur la Chine. Alors, comme j'étais à Bordeaux il y a 15 jours, ça a fait rire les gens. J'ai dit, mais il y a du Bordeaux chinois, mais il est pourri. Pas parce qu'ils ne sont pas intelligents, parce qu'ils démarrent. C'est un métier de forgeron, c'est un métier de compagnonnage. Il faut 50 ans d'histoire pour faire un bon fonds de private equity, c'est pareil. Pour faire un grand vin ou pour faire un grand forgeron, c'est pareil en private equity. La Chine sera bonne un jour, elle n'est pas bonne aujourd'hui. Donc, notre alloc, nous, pays, grosso modo, 40% US, 40% Europe. On essaye, si on peut y aller, d'identifier les pépites exceptionnelles asiatiques ou israéliennes. L'année dernière, on n'a pas réussi à y aller parce que le Covid nous a empêchés d'y aller. Alors, j'ai oublié de te dire que quand on choisit un fonds, on fait à peu près 4 mois de due deal, Maurice et moi et Dimitri. Donc, et on veut rencontrer les 15 ou 20 partenaires clés, hommes ou femmes, qui pilotent le fonds. Donc, on n'a pas pu aller en Asie, on n'a pas fait d'Asie. Donc, on était l'an passé 50-50 Europe-US. Idéalement, on serait plutôt 40 US, 40 Europe, 20 Asie-Israël. Quant au secteur, donc là, on a d'immenses convictions sur les secteurs. Il y a des secteurs qu'on ne juge pas intéressants pour investir en private equity. Ce n'est pas qu'on n'aime pas ces secteurs, c'est qu'on pense que le couple risque-rendement n'est pas très attractif, notamment parce que les valos sont très chers. Donc, on a choisi de se surexposer à des segments de marché dont la croissance intrinsèque est supérieure à celle du PIB mondial. C'est la meilleure protection contre la baisse éventuelle des valos. Donc, on est exposé, si tu veux, à 50% à des éditeurs de logiciels, idéalement sur le SaaS en cloud. Enfin, sur le cloud en SaaS, pardon. On est exposé à 20% au secteur de la santé. On est ensuite exposé à 10% à ce qu'on appelle le secteur digital du consumer. C'est le fameux B2C, les plateformes B2C digitales. Et enfin, on est exposé de façon essentiellement digitale
à des plateformes de marché qui traitent les services professionnels. C'est le fameux B2B digital. Voilà. Ce sont les 4 secteurs sur lesquels on veut s'exposer. Ça ne veut pas dire que chacun de nos gérants a exactement cette exposition sectorielle et pays, ce ne serait pas possible, parce qu'on va typiquement aller chercher en Europe un produit logiciel ou aux US un produit logiciel, mais ça veut dire que le portefeuille consolidé qu'on livre au client Ramify, il a exactement cette tête-là, Olivier. Voilà, ça te donne une idée de nos règles d'allocation. Alors, le fonds 23, qu'est-ce qu'on a fait dedans? Je rappelle qu'un client Ramify, il peut souscrire en direct ou en compte titre, ou à travers un contrat luxembourgeois, CAPI ou assurance vie. Il peut souscrire personne morale ou personne physique, et il peut souscrire en nominatif pur ou administré. Il peut absolument tout faire. La seule chose qu'il ne peut pas faire, pour l'instant, c'est souscrire à travers l'assurance vie française, parce que l'assurance vie française ne sait pas encore gérer les appels de fonds différés. On en parlera tout à l'heure. Donc, pour l'instant, on peut souscrire au luxe. On est référencé chez tous les assureurs vie luxembourgeois, ou en direct ou en compte titre. Et oui, on vous référence effectivement sur tous ces modes de gestion, que ce soit en direct, que ce soit personne physique, personne morale, assurance vie luxe. Ça, a priori, on est en capacité, selon les besoins du client, de fournir votre véhicule d'investissement. Tout à fait. On est référencé au luxe partout et on parlera de l'assurance vie française tout à l'heure si ça t'intéresse. Alors, j'ai dit que Maurice avait souscrit, tu te souviens, 250 millions. Donc, dans quoi est-ce que moi je les ai investis, ces 250 millions? Voilà la réponse. Je les ai investis dans 3 fonds à date et on a pris, pour faire rond en euros, entre 80 et 85 millions d'euros d'engagement par fonds. Alors, on y va. TA Associates, ce qui s'appelle TA ici, c'est, je pense, tu vas me dire après comment je vais faire pour dire ça l'année prochaine, le meilleur fonds de LBO dans le marché qu'on appelle Growth Buyout. Donc là, on est sur un segment que je n'avais pas défini tout à l'heure parce que je voulais simplifier, Olivier. On est quelque part entre le buyout et le growth. Donc, on est sur un fonds major qui finance des boîtes en hypercroissance. Donc, TA n'accompagne que des sociétés dont la croissance organique est supérieure à 15% minimum. Il n'y a pas beaucoup de boîtes de taille importante dont la croissance organique est supérieure à 15%. C'est ce que fait TA. Et il se concentre sur 2 secteurs exclusivement, le logiciel et la santé. Pour donner un petit ordre de grandeur, donc moi chez Sagard, j'avais un peu moins de 50 personnes dans l'équipe, dont 15 investisseurs. Eux, ils ont 260 investisseurs. Alors, en termes de track, donc ils sont, je fais simple là aussi, 2 tiers US, 1 tiers Europe. Ils ont investi 45 milliards de dollars depuis plus de 50 ans et ils ont livré 25% de TRI net. Alors là, on va avoir du mal à faire mieux, Olivier, parce que non pas qu'il n'y a pas mon fonds Sagard 1 a fait mieux que ça. Mais c'était sur un fonds, c'était sur un montant relativement faible et c'était sur des durées qui n'étaient pas très longues. Là, ce qui est spectaculaire, c'est que tu as 50 ans de track sur des sommes absolument considérables et le fonds a livré net de tout frais en moyenne sur la durée 25% net et en moyenne 2,5 fois la mise nette de tout frais sur chaque millésime. Là, tu es sur le premier décile mondial. Là, tu es Champions League. Voilà. Alors ensuite, on a accompagné, alors ça c'est du growth buyout, donc on est sur un fonds qui n'a pas peur de payer 15 ou 17 fois l'EBITDA et qui achète des acteurs de l'hypercroissance de façon majoritaire. Il y a à peu près 50 boîtes sur le fonds. Le fonds, il fait 15 milliards. Alors tu vas me dire, ça a dû leur prendre une éternité pour le lever, ça leur a pris 4 mois. 4 mois pour lever un fonds de 15 milliards. Et juste pour te dire une petite chose, c'est impossible aujourd'hui, si tu n'es pas investisseur chez TA, d'avoir de la location. Ça n'est pas possible. Donc, je raconterai si ça intéresse après comment on a fait pour avoir une alloc de 85 millions. C'est impossible. Parce que tu vois la perf, tout le monde veut revenir. Alors, à côté, on est rentré chez CVC, qui est un fonds de LBO aussi, mais très différent. C'est un fonds qu'on appelle Value. Donc là, CVC se concentre sur des très belles boîtes, mais qui croissent entre 2 et 5% par an, mais qui sont un tout petit peu abîmées, qui ont une toute petite imperfection. Et donc, si tu veux, la thèse d'investissement de CVC, ils le disent en anglais, ça sonne assez bien, c'est From Good to Great Companies. Leur ambition, c'est d'acheter des très beaux business et de les rendre parfaits. Donc, je te donne un exemple. Ils ont sorti de la bourse une affaire qui s'appelle April, qui était le premier courtier santé français. Ils l'ont payé 10 fois l'EBITDA. Tout le monde pensait qu'ils étaient fous. Ils l'ont revendu à KKR à 5 fois la mise 3 ans et demi après, qui lui-même l'a payé 15 fois l'EBITDA sur un EBITDA qui avait fortement cru. Et CVC avait parfaitement compris, parce qu'il avait déjà financé pas mal d'opérateurs sur ce marché,
que la boîte était sous-optimalement tenue et gérée par un entrepreneur historique et l'a aidé à mettre en place énormément de process d'amélioration de performance. Voilà. Donc là, on est sur un fonds qui est aux 2 tiers européen, 1 tiers US, qui est présent sur nos 4 secteurs de prédilection, qui a 350 professionnels dans l'équipe. Donc, on est sur le plus gros fonds de LBO au monde. Regarde le track, Olivier, sur les 40 ans passés, 24% de TRI net sur plus de 100 milliards déployés. Encore une fois, là tu ne trouveras pas mieux. Encore une fois, tu ne trouveras pas mieux quand tu conjugues la durée, la performance et les quantums sous gestion. Donc, ça nous rassure énormément. On est sur un fonds qui a levé 25 milliards, qui l'a fait en 6 mois, en un seul closing. C'est absolument spectaculaire. Et là aussi, très difficile d'avoir une alloc de 85 millions chez CVC. J'ai une question pour toi à nouveau sur les performances, et c'est objectivement une question qui revient assez souvent pour nos investisseurs à nous. C'est que là, on parle de performance, donc déjà avec 2 chiffres et au-dessus de 20%. Et en même temps, sur votre document, celui qui est justement passé vers l'AMF, il y a un objectif de performance qui me semble affiché à 10%. Enfin, corrige-moi si je me trompe. Non, supérieur à 10. Supérieur à 10. Mais donc, c'est toujours un peu compliqué pour l'investisseur final de combiner ces deux sujets. Donc, il doit y avoir sûrement une raison, et notamment une raison juridique à la clé. Est-ce que tu peux peut-être apporter quelques explications? Qu'est-ce qui se cache derrière ces... Je vais te répondre. Regarde, je vais finir un point avant et je vais te répondre parce qu'il faut que je finisse ce point pour que la réponse à ta question soit cohérente. Et dernier fonds, on a choisi General Atlantic. Ça, c'est un fonds de growth, minot, qui n'utilise pas de dette. Et ils ont livré sur 90 milliards déployés depuis 43 ans, 18% de TRI net sans levier. Là aussi, Olivier, c'est complètement exceptionnel. Sur ces durées-là, plus de 40 ans, plus de 90 milliards, 450 professionnels, 18% de TRI net, spectaculaire. Et ça, c'est un fonds qui est exposé à 40% aux US et 60% au reste du monde. Donc là, dans le portefeuille qu'on a déjà bâti à date, si tu veux, tu as des US par TA, de l'Europe par CVC, le monde par GA, du LBO, donc Majo Value chez CVC, Growth chez TA et du Growth sans buyout chez GA, avec du Minot chez GA et du Majo chez CVC et TA. Donc, tu as un portefeuille qui est déjà, je trouve, construit de façon très intéressante. Bon. Quand tu fais la moyenne de ces 3 gérants, tu es à 23% de TRI net et en moyenne à 2,3 fois la mise. Et nous, on n'a pas affiché ça. Je vais dire pourquoi on a fait ça. Parce que Maurice et moi, on pense qu'on aura du mal, que ces fonds auront du mal à livrer demain la même perf qu'hier. Ce n'est pas du tout qu'ils vont devenir moins bons. On est convaincu que leur surperf par rapport au marché restera exceptionnel, mais il y a de plus en plus de concurrence dans le monde du private equity. Et donc, ces fonds, tout en restant les meilleurs du groupe, notre intuition à nous, c'est que les performances risquent de baisser. Alors, on a donc dit de façon très prudente que, alors même si tu divises leur perf historique par 2, la perf moyenne du portefeuille est à 23, enlève à peu près 2% de frais Altaroc, tu es à 20-21. On a dit, nous, que même si on divisait la perf par 2, ça resterait prodigieux. Alors, historiquement, ces fonds nets de nos frais ont livré plus de 20%. Combien feront-ils demain? C'est une question très compliquée. Quand tu parles à ces gérants, Olivier, eux, ils pensent qu'ils feront demain mieux qu'hier parce qu'ils pensent que le millésime qui vient devant nous va être un millésime exceptionnel, parce qu'ils pensent qu'on rentre dans une conjoncture compliquée. Souviens-toi du début de notre discussion, on est sur la partie grise de la courbe à 40 ans. C'était les meilleurs millésimes de la décade. Donc, eux sont convaincus que ça va être les millésimes les plus performants de la décade. Et moi, je dis avec Maurice, on ne sait pas. On ne sait pas. Donc, de façon très prudente, je te dis, ce portefeuille à date a livré 23, net de nos frais 21, entre 20 et 21. Il y a un risque que ce soit moins demain, pas parce qu'ils seront moins bons, parce que la classe d'actifs en général risque de livrer moins parce qu'il y a plus de compètes. Excellent, très clair, merci. Voilà. Alors, ça, c'est le portefeuille qu'on a créé. Alors, après, il y a plein de documents, je te laisserai les partager avec tes clients ou tes prospects. Et on a plein de fiches signalétiques de 20 pages sur chacun des fonds. On a des case studies sur chacun des gérants qui sont absolument spectaculaires sur des deals emblématiques qu'ils ont fait. Je crois qu'on a raconté sur 4 deals faits par chacun des 3 gérants, comment ils avaient sourcé, quel était le métier de la boîte, comment ils les avaient transformés et quelles avaient été leurs performances. Voilà, donc là, je ne vais pas revenir là-dessus. Peut-être dernier élément qui est important. Alors ça c'est important. Alors,
l'AMF ne m'a pas laissé te présenter ce qui se passerait sur une perf à 2,3 fois la mise, parce qu'elle m'a dit, Frédéric, vous ne pouvez pas mettre ça. Donc, on a simulé un crash case. On a simulé un crash case à 13% de TRI, c'est-à-dire la moitié de la perf historique du portefeuille, grosso modo, et 1,7 fois la mise. Et on voulait montrer à un client Ramify ce que ça veut dire d'engager 100 000 dans Altaroc. Alors, on ne va pas appeler tout le premier jour, comme tu l'as dit. On va appeler 20% au closing, et on va ensuite appeler 10% par semestre, le 31 mars 10% et le 30 septembre 10%, ce qui fait que l'appel est programmatique, les dates et les quantums sont fixés et connus d'avance. Donc, ton client sera appelé à hauteur de 20% par an sur les 5 premières années. Donc, en fin d'année 5, il est appelé à 100 000. On a ensuite regardé très précisément sur le portefeuille des 3 gérants qu'on avait accompagnés. On a dégradé de façon homothétique la performance pour la passer en moyenne de 2,3 à 1,7 et on a regardé à quelle vitesse les clients récupéreraient leur mise et leur profit. Le portefeuille rend en moyenne 10% par an en année 4 et en année 5, 40% en année 6 et en année 7, ce qui fait qu'en année 7, ton client a récupéré 10 et 10 et 40 et 40, il a récupéré sa mise en fin d'année 7. Et c'est notre fameux point de discussion au début, Olivier. Le private equity est illiquide, sur 5 à 7 ans, ta mise est bloquée. Et ton client est en plus-value de 25 000 euros en année 8 et 9 et de 20 000 en année 10. Donc voilà la vitesse à laquelle il récupère sur la courbe de cash flow, la fameuse courbe Angie des cash flow, son multiple de mise. C'est important, on ne veut pas… Alors, on a plein de gens qui nous envoient les 100 000 le premier jour. On n'a évidemment pas le droit de les recevoir. Notre dépositaire ne les prendra pas, même si ça vous simplifie la vie. Et on a tout fait pour que vos appels de fonds soient simples. Et donc, on les appellera à hauteur de 20% par an. Et c'est ça la courbe de distribution et d'appel de fonds, en moyenne sur un cas très prudent. Alors, dernier point, Olivier, après j'en aurai fini. Nous, on pense, et c'est une raison qui peut motiver tes clients à investir chez nous, que donner du sens à son épargne, c'est très important. Et nous, on pense que tes clients, au-delà de la perf, ils veulent savoir où et comment on investit pour eux. Et donc, on va faire 3 choses pour eux, si tu veux. On va leur donner un reporting de qualité institutionnelle. C'est le même reporting qu'Altamir. C'est Claire Pessard et ses équipes qui font ça. C'est tous les trimestres. Pour les passionnés, Maurice et moi, on fait un webinar. On a 177 personnes au dernier webinar qui nous ont écoutés pendant 1h30, parler du portefeuille, des secteurs, des segments, des gérants. On va sortir à partir du mois de septembre un reporting non financier sur tous les sujets ESG. Je rappelle que sur le sujet ESG, on est article 8, donc on est pratiquement ce qui se fait de mieux mondialement sur l'ESG. Et on vous racontera, par millions d'euros de chiffre d'affaires, combien de tonnes de CO2 ont été produites par chacun des gérants et comment ça s'améliore avec le temps. Ça s'appelle un Sustainability Journey, le voyage de soutenabilité. Et on vous racontera ça sur chacun des fonds et sur le millésime en globalité. Et ça, c'est Claire qui vous en parlera à partir du mois de septembre. Et enfin, Damien et Hélène vous parlent tous les jours sur votre PC, sur votre iPad, sur votre portable, de tout ce qui se passe dans le millésime. Et nous, on pense que c'est très important. Donc, si tu es un aficionado aux licornes françaises du portefeuille, ben, tu peux suivre leur actualité quotidienne grâce à la couverture presse et aux articles qu'écrit Damien sur les boîtes du monde entier. Voilà. Donc, si tu veux, voilà ce qu'on a fait chez Altaroc, Olivier. C'est ça le portefeuille, c'est ça la stratégie, c'est ça l'ambition. C'est ça toute la plateforme servicielle qu'on a développée autour du portefeuille, en plus des accès et du portefeuille High Conviction et de la diversification qu'on a bâtie. Voilà, c'est une équipe de plus de 40 personnes, 2 entrepreneurs totalement passionnés, enfin 40 personnes totalement passionnées, je veux dire 42 personnes. Tu vois Olivier aller avec moi là sur la visio et elle répond au chat en live jour et nuit parce que je vois qu'il y a plein de questions et elle est sans faille et elle est au niveau d'engagement comme toutes les équipes d'Altaroc que je remercie tous les jours de m'accompagner. Voilà, on est passionné, on est assez habité par ce qu'on fait, on adore ce qu'on fait et on essaye de bâtir une plateforme de plus en plus solide. Et franchement, d'être un disrupteur sur ce marché qui était historiquement une petite industrie, un petit cottage industrie, très secret, très fermé, très opaque, très compliqué. Et si je devais simplifier ce qu'on fait, j'ai envie d'apporter 50 ans d'innovation institutionnelle en PE aux clients privés. Si je devais dire, voilà, j'ai envie de rendre visible ce qui est invisible. J'ai envie de rendre simple ce qui est complexe. Et j'ai surtout envie de donner envie aux gens d'investir parce que je pense que la classe d'actifs est totalement méconnue et totalement dingue et qu'on a envie de donner aux gens envie d'investir à côté de nous. Voilà en 2 mots ce qu'on fait. Top. Écoute, merci beaucoup en tout cas, Frédéric, de toujours apporter cette passion, toutes ces explications sur le private equity et plus spécifiquement sur tes fonds.
Effectivement, il y a eu pas mal de questions et merci encore Olivia d'y avoir répondu, je pense, en intégralité. Bien sûr, s'il y a d'autres questions, faut pas hésiter. Peut-être moi, j'ai un peu une question pour les investisseurs actuels, justement ceux qui ont déjà investi dans les millésimes précédents. Quel est un peu, toi, en quoi ce nouveau millésime est différenciant ou en quoi justement il y a des marqueurs communs? Peut-être quelle serait la pertinence de potentiellement diversifier aussi des millésimes différents? Est-ce que tu as un avis sur le sujet, peut-être, Frédéric? Mais j'ai un très gros avis et la meilleure réponse, c'est ce qu'on fait Maurice et moi, si tu veux. On investit, et c'est très important, 33 millions tous les ans, à nous deux. Donc on ne choisit pas, nous, Olivier. Et c'est pas qu'on ne choisit pas parce qu'on veut quelque part être exemplaire. Je vais t'expliquer une chose importante. Il y a des choses dont je suis certain et des choses dont je ne suis pas certain. Maurice et moi, on est certain que les 3 gérants qu'on t'a présentés là, tu ne trouveras pas mieux en fait. En growth buyout, en value buyout et en growth, il n'y a pas mieux dans le monde aujourd'hui de dispo. Il n'y a pas mieux. Ça, on est sûr. Et on va t'en rajouter 3 autres sur des segments complémentaires du private equity. Donc, notre conviction absolue à nous, c'est que les 6 fonds qu'on va te mettre cette année sont vraiment sur le podium des top 6 mondiaux du private equity. C'est notre conviction. Par contre, il y a une chose qu'on ne sait pas. On ne sait pas si le millésime 23 sera meilleur ou moins bon que le 21, le 22 ou le 24. On ne sait pas. Personne ne le sait. Et donc, si tu veux, la seule façon de s'immuniser contre ça, c'est de diversifier et que la poche private equity que le client Ramify construira, elle soit répartie à travers différents millésimes. Ça, c'est fondamental. C'est comme ça qu'investissent les familles. C'est comme ça qu'investissent les plus grands instituts. Donc, si tu veux, la stratégie d'investissement, c'est la même. Par contre, les gérants sous-jacents ne sont pas les mêmes. En tout cas, les fonds sous-jacents ne sont pas les mêmes. Donc, les millésimes auxquels ils sont exposés ne sont pas les mêmes. Donc, si tu veux, c'est les mêmes stratégies, mais ce n'est pas les mêmes gérants, ce n'est pas les mêmes fonds sous-jacents, ce n'est pas les mêmes expositions de millésimes. Par contre, c'est la même stratégie. La stratégie, elle n'a pas changé. Par contre, ce qu'un client Ramify qui veut mettre 100 000 ou 200 000 par millésime, l'avantage que ça a, c'est qu'il aura lissé son portefeuille sur différents cycles macro, il aura lissé son portefeuille sur plus de gérants, et surtout, il sera exposé à différents cycles macroéconomiques sur lesquels je n'ai pas la réponse aujourd'hui, si 21 est meilleur que 23, qui est lui-même meilleur ou moins bon que 25. Donc, mon meilleur conseil, même si tu veux aujourd'hui, quand tu parles à beaucoup d'experts, ils te disent, ils pensent, et souviens-toi de la courbe que je t'ai présentée tout à l'heure, elle est partie en grise, ils pensent qu'on rentre dans une zone de récession, que ce sera le meilleur millésime de la décade, et qu'il faut mettre beaucoup, beaucoup d'argent au travail en private equity aujourd'hui. Moi, je dis plus humblement, je ne sais pas, Olivier. Donc, si tu veux, la vertu pour un client Ramify de diversifier, c'est que tu ne prends pas de pari là-dessus. Mm-hmm. Et tu te dis, bah, si je dois mettre 300 000 euros, j'ai mieux fait de faire 100 000 en 21, en 22 et en 23, ou en tout cas de le lisser sur 3 millésimes. C'est peut-être la meilleure façon de faire. Alors après, si ton client est prêt à investir sur plusieurs millésimes, on va lui proposer demain des stratégies d'allocation optimisées, mais je n'ai pas le temps de le couvrir sur cette visio-là. Parce que si ton client a un peu plus de sous que 100 000 euros, il y a plein de choses à faire pour, quelque part, lisser le risque sur du multimillésime. Parce que très honnêtement, je ne sais pas te répondre. Est-ce que 23 sera le meilleur ou le moins bon des millésimes Altaroc? Personne ne le sait. Et celui qui prétend savoir est un charlatan. Parfait. Écoute, en tout cas, merci pour ta transparence et cette réponse hyper claire. On a clairement un peu débordé, mais c'était passionnant. Donc, je te remercie encore une fois, Frédéric. On a dépassé de 20 minutes. Merci à tous ceux qui nous ont suivis jusqu'à la fin. Bien sûr que ce webinaire sera disponible pour être revisionné par la suite. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Envoyez-nous les questions à Ramify. Si on n'a pas la réponse parce que trop technique, trop spécifique, Altaroc, effectivement, les équipes de Frédéric et notamment Olivia nous aideront à vous répondre. Et donc, on reste à vos côtés. On est à votre dispo si vous avez des questions sur ce fonds d'Altaroc. Merci à toi, Olivier. Écoute, avec grand plaisir. C'est toujours un plaisir de pouvoir échanger avec toi. On se voit peut-être très vite pour que tu nous expliques d'ailleurs le presque effet d'annonce que tu nous as fait en cette fin de webinaire. Hyper intéressé d'en apprendre plus. Je pense que c'est aussi le cas de bon nombre de nos investisseurs chez Ramify. Et donc, à très, très bientôt, Frédéric. À bientôt, Olivier. Au revoir. Au revoir.